Et si les color spreads d'Oda étaient capables de révéler des indices enfouis depuis bien des années? C'est un grand sujet de débat autour de la communauté. Certains y voient de véritables foreshadowing, d'autres des coïncidences, et pour les plus sceptiques, ils n'y croient pas du tout. Pourtant, à de multiples reprises, Oda joue avec les nerfs des fans et parvient à semer des petits détails insignifiants dans le présent, mais qui s'avéreront capitales dans le futur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Il y aura ici certaines images dont on ne pourra pas débattre de leur véracité, et d'autres bien plus subtiles qui restent sujets à interprétation, mais qui se voudront tout de même très argumentés. Donc préparez-vous, car vous risquez d'être très surpris. Avant ça, pensez à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater, liker et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Mais également, si ça vous tente de checker mon interview One Piece qui est sortie sur la chaîne du youtubeur très prometteur Kichi. Je me livre un peu plus que d'habitude, chose que je n'ai pas fait sur ma propre chaîne. Les questions étaient super cool et j'ai vraiment passé un beau moment. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller la voir et donner aussi de la force en vous abonnant au petit Kichi qui mérite bien plus de visibilité parce qu'il fait un super boulot sur sa chaîne et je le soutiens à 100%. Il parle un peu de tous les mangas, My Hero Academia, Naruto, One Piece et bien d'autres. Donc si ça vous tente, le lien est en description. Et maintenant, on peut commencer. De tous les color spreads existants dans cette immense œuvre qu'est One Piece, certains parviennent à se distinguer et dévoiler des indices minimes mais capitaux pour la suite. Coup de génie, foreshadow ou juste coïncidence. Ce qui est sûr, c'est que l'auteur aime jouer à la chasse au trésor. Il nous l'avait déjà illustré à plusieurs reprises dans certains color spreads que beaucoup ont pu remarquer. À commencer par la lame d'Enma, écrit en kanji au chapitre 937 et qu'on verra apparaître seulement 18 chapitres plus tard. Quand d'autres fois il incrustera un véritable foreshadow crypté au chapitre 520, que les fans se devront de déchiffrer grâce à une certaine interprétation, comme on a pu le voir avec la mort d'Ace. Luffy se tiendra alors dans la même position que celle où son frère lui tombe dans les bras, il tiendra dans sa main la carte de l'As de pique, figure d'Ace, et de l'autre Brook symbolise la mort, événement marquant le triste sort qu'adviendra au fils du roi des pirates. Certaines illustrations m'ont également permis de dévoiler avec précision le décor de Wano avant sa révélation. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans ma théorie, les prédictions Wano. On pouvait apercevoir diverses images rappelant le paysage typique du soleil levant. Ainsi j'expliquais qu'on pourrait y retrouver des arbres arborant la même forme, ou encore sur cet auto-color spread avec en arrière-plan le mont Fuji. Et c'est précisément de la même manière que Wano fut introduit pour la première fois. Plus encore, il ira jusqu'à reprendre l'armure traditionnelle que portait Luffy au chapitre 310 et qu'il dévoilera officiellement au chapitre 963. Oui, les color spreads sont de véritables mines d'or pour les fans qui aiment les détails. Et c'est aujourd'hui que nous allons voir que ce ne sont pas les seules choses dont nous ne sommes pas rendus compte. La première est la plus simple que bon nombre d'entre vous ont pu remarquer, l'île sur laquelle le roi des pirates et l'homme le plus fort du monde se sont affrontés. C'est au cours du chapitre 966 que cette confrontation donna lieu à l'une des pages les plus spectaculaires du manga. Mais c'est précisément le décor de cette terre qui était intéressant, puisqu'en effet elle nous fut illustrée il y a de ça plus de 826 chapitres à travers les Mugiwara. Une belle preuve qui semble démontrer que les color spreads portent une place importante dans l'intrigue principale, et que c'est peut-être un moyen pour Oda de montrer des îles qu'il ne peut pas développer au cours de son histoire. Et c'est le second color spread qui va appuyer davantage cette hypothèse. En effet, cette fois on se tourne du côté du chapitre 489. Ici on peut voir l'équipage assis sur un arbre en spirale où se tiennent autour d'eux des poissons flottant dans le ciel. De l'autre on y voit Luffy, Chopper et Brook s'amusant à marcher dans les airs comme en lévitation. Un archipel bien particulier qu'on retrouve avec l'équipage du Supernova Apu pour rejoindre le Nouveau Monde au chapitre 595. On les voit alors prendre la fuite face à des sangliers et marchant dans les airs de la même manière que nos Mugiwara. Ainsi on peut aisément comprendre qu'il s'agit de la même île illustrée il y a de ça plus de 100 chapitres. Troisième color spread, un peu plus complexe cette fois. On part du côté d'une île dont on ne soupçonnerait pas du tout un possible lien avec le Japon. Ce décor aux couleurs hivernales et à l'allure de chalet arbore différents arbres que l'on peut confondre avec des cerisiers en fleurs enneigées. Pourtant, pas de geisha ni de kimono, comme on a pu le voir sur les color spreads typiquement nippons. Et pourtant, Oda a de nouveau caché de subtils détails qui démontrent que cette île est bien celle du pays du soleil levant. On y aperçoit Nami, Usopp, Luffy et Zoro portant des fruits et légumes,
légumes, jusque-là, rien de bien extraordinaire. Seul détail notable sortant du sac où se trouve Brook, la ceinture traditionnelle Nyodazuki que portent Raizu, Oden ou encore Yamato à Wano. Mais c'est le nom inscrit sur les paquets que tiennent Zoro et Luffy qui peuvent confirmer que cette image est bien une référence au Japon. On peut y lire Yaoya, un terme issu de l'époque Edo dont est tirée l'histoire de Yaoa Oshishi, une jeune marchande de fruits et légumes. Elle fut exécutée au bûcher à l'âge de 16 ans pour avoir provoqué un grand incendie, sujet alors à cette époque d'Edo. Un fait des plus marquants dont l'auteur lui-même consacrera une parenthèse sur ces événements dans le One Piece Magazine volume 7. Il y explique son clin d'œil au chapitre 917 avec la mise en scène d'un incendie et de la cloche sonnant l'arrivée des pompiers d'Edo, les Ikechi. J'ai donc trouvé cet hommage à Yaoya Oshishi plein de subtilité et riche de sens. On reste cette fois du côté des coutumes asiatiques pour se rendre au cap de Kanokuni, un pays très mystérieux dont on ne sait finalement pas grand chose mais qui semble pourtant détenir une grande puissance. Il fut dévoilé pour la première fois à Dressrosa au travers l'un de ses habitants, Chinjao. Doté du légendaire Haki des rois, il se dévoile davantage dans un flashback où son récit raconte sa traversée pour trouver le mystérieux trésor enfoui sous la glace. Mais sa route sera stoppée net par le héros de la marine, Monkey D. Garp. Après ça, on découvre peu à peu la véritable raison pour laquelle il se trouvait à Dressrosa, celle de stopper le commerce d'armement fourni par Doflamingo aux nations ennemies en guerre avec le pays de Kano. Et c'est le roi lui-même qui mit en lumière cette affaire, le monarque Ramen, membre important de la rêverie. Mais alors quel lien avec les Color Spread? Le tout premier s'apparentant à un climat chinois serait celui du chapitre 710. On y retrouve une tour, appelée aussi pagode traditionnelle japonaise, avec diverses références aux emblématiques pose du légendaire Bruce Lee, comme la fureur du dragon représentée par Luffy, ou encore Sanji dans sa tenue traditionnelle du film Le Jeu de la Mort, tenant des nunchaku, objet incontournable de Bruce Lee. Mais ce n'est pourtant pas ce color spread qui va m'intéresser ici. En effet, au chapitre 287, une illustration m'a interpellée. Dans un climat tempéré, nos Mugiwara se prélassent au bord d'une plage où ils y tiennent un stand de ramen, avec comme tête de gondole un immense dragon chinois. Et ces trois détails peuvent aisément se relier au roi de Kanokuni. Tout d'abord de par son nom Ramen, plat originaire de Chine, et de l'autre le dragon qu'on retrouve comme tatouage sur son crâne, marqué par de longues moustaches. Je ne sais pas vraiment s'il s'agit bien de cette île, mais j'ai trouvé ces détails très troublants et je tenais à le faire apparaître dans cette liste. Quatrième color spread avec l'un des personnages les plus badass de One Piece, Shanks le roux. Ses apparitions se font rares et c'est la raison pour laquelle elles sont d'autant plus marquantes. Il s'affiche aux abords d'une archipel enneigée durant sa rencontre avec Ace. Ensuite près d'une église arborant des cactus pour célébrer un mariage. Puis devant la mer en lisant le journal annonçant la nouvelle prime de Luffy. Et enfin sur une île mystérieuse où le rejoint le plus grand épéiste au monde, Dracul Mihawk. Mais parmi toutes, l'une pouvait se distinguer et nous faire dire que nous l'avions déjà aperçu par le passé, l'île hivernale de Yukiryu. On peut voir que son architecture est assez simple avec un décor enneigé, mais on peut y noter différents ponts en arrière-plan. Un détail minime mais qui sera déterminant pour la suite. Désormais, quand on retourne un peu en arrière dans les color spread, on découvre alors une image bien particulière. On retrouve à nouveau un décor enneigé dans lequel Luffy, Nami et Sanji sont tractés par un traîneau à l'allure nordique. On y voit également un immense dragon blanc auquel Luffy lui montre une carte. Et à y regarder de plus près, on aperçoit alors les mêmes ponts qui semblent identiques à ceux vus sur l'île où était Shanks. Sachant que celle-ci se nommait Yukiryu, soit Dragon des Neiges, ce color spread pourrait symboliser à la perfection cette île. Reste à savoir pourquoi cet animal mythologique réside dans cette contrée et que pouvait bien faire Shanks ici. Parlons désormais du combat qui fit trembler le monde et qui eut les plus grandes conséquences que One Piece ait connues à ce jour, la guerre de Marineford. Pour en arriver là, il fallut déjà que Teach rejoigne l'équipage de Barbe Blanche, tuer Satch et s'emparer de son fruit du démon, qui lui vaudra une chasse à l'homme de par son chef de flotte, Portegas the Ace. Après des mois de recherche, notre brasier humain retrouva enfin le traître, et c'est ainsi qu'eut lieu ce que l'on nomma plus tard l'incident de Banaro. Ce lieu rocailleux aux édifices de Western est entouré de saloons, de moulins à vent en arrière-plan
typiques du Far West. Et c'est précisément 23 chapitres plus tard qu'on retrouve un paysage identique à celui de Banaro. Les tenues des Mugiwara sont celles de cow-boys tenant des pistolets et on peut voir les mêmes bâtiments et fenêtres ainsi que le même moulin à vent en arrière-plan. Il y a donc très peu de doute à ce que ce ne soit pas la même île. Et une nouvelle fois, Oda marque l'importance des color spreads qu'on retrouve dans le manga original. Une parfaite transition qui permet d'introduire la 7e illustration et qui est à nouveau sur Barbe Noire. Ce personnage qui s'est fait discret dans l'équipage de Newgate a bien grandi. Tapi dans l'ombre, personne ne l'a vu venir, et encore moins Barbe Blanche, lui qui le recueillit et adopta cet orphelin comme son propre enfant. Il apparaît sur une île dont Oda ne semble pas vouloir indiquer sa localisation. Pourtant, quelques détails pourraient nous faire dire que nous l'avons déjà vu par le passé. En effet, ces petits toits rougeâtres sous forme de dôme rappellent beaucoup cette illustration du chapitre 426, où on voit Luffy et son équipage se tenant en hauteur sur une île céleste au décor d'ananas, et dont on aperçoit au loin un port ainsi que des toitures rougeâtres et archées très similaires à celle de l'architecture où Teach fut recueilli. Contrairement aux autres color spreads, il est ici plus difficile d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de la même île, mais je me devais quand même de relever ces détails car il reste troublant et il ne serait pas impossible que ce décor ne soit qu'une seule et même île. Comment ne pas parler de la mythique île du chapitre 957 qui est entrée dans l'histoire de One Piece, celle qui vit s'affronter l'équipage des Rocks face à l'alliance du futur roi des pirates et du légendaire Monkey D. Garp. C'est ici que s'est tenu un combat de légende et qui resta dans les annales de par la disparition de l'île entière. On ne sait rien d'autre si ce n'est que des dragons célestes et leurs esclaves logeaient en ces terres. Mais alors, quelle est cette contrée si énigmatique? En voyant son design, nous sommes nombreux à avoir immédiatement pensé à l'île d'Émeraude, cette cité mystérieuse apparue pour la seule et unique fois au chapitre 224 et dont on ne peut s'assurer de son existence. Quand on regarde son design, il est vrai que la ressemblance peut paraître assez troublante. Et pourtant, si je vous disais qu'un color spread pourrait nous amener à croire qu'il s'agit d'un tout autre décor. Le détail important de cette contrée fut nommé l'incident de God Valley, le même qui est à l'image de l'affrontement emblématique de deux dits, l'incident de Banaro. L'un fut créé par Rod Ditchebek et stoppé par Roger, l'autre par Marshall D. Teach et arrêté par le fils de Roger lui-même. Deux hommes ainsi unis par des liens indéfectibles et qui continueront de s'accroître avec le temps. Barbe Noire nommera son navire le Sabre de Tchebek et installera son QG à la Ruche, anciennement détenu par Rox. Et c'est précisément pour ces raisons que ces deux incidents pourraient être liés par le même décor, celui de l'architecture du Far West. Comme on l'a vu précédemment, Banaro est illustré aux couleurs des westerns. En cherchant un peu, Oda a dessiné de la même manière un tout autre color spread, aux détails plus précis cette fois. On y voit Nami aux côtés de plusieurs panthères noires, avec pour végétation des cactus, des bâtiments typiques du Far West, impactés de balles partout dans le décor. Mais surtout, en regardant d'un peu plus près cette image, on y voit en arrière-plan deux rochers formant une séparation entre eux, et rappelant à l'exactitude la forme de ceux de God Valley. Mais devinez quoi? En étudiant un peu l'origine du nom God Valley, on découvre qu'il s'agit d'un lieu situé près de Mexican Hat, aux États-Unis. Entouré de grandes roches rouges, c'est ici que ce paysage fut utilisé comme toile de fond pour les plus grands films de western au monde. Alors Oda aurait-il joué cette masterclass et montré God Valley depuis 878 chapitres? En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant et ça ferait de nouveau un grand parallèle entre notre chère Barbe Noire et Rod Ditchebek. Enfin, nous allons conclure cette vidéo par un double color spread puisqu'il s'agit là de deux personnages qui ont fait débat pendant de longues années dans One Piece. Et oui, souvenez-vous, fait-il plus froid au pôle Nord ou au pôle Sud? Là est toute la question. Baggy et Shanks, nos deux compères, ont alors émis cette énigme qui fut longtemps dans la tête de ces deux garçons. Une conversation qu'Oda remettra au goût du jour au chapitre 967, à quelques jours de leur arrivée sur Raftel. Qui avait raison et qui avait tort? Oda avait donc répondu à ses fans, Shanks avait bel et bien raison. Et c'est ce qui m'a mené à ces recherches. A-t-on déjà vu ces deux îles dans le manga?
Baggy défendait le pôle Nord et c'est justement l'île que je désignais comme Lodstar, la toute dernière île de Grand Line, et dont pour moi était natif notre clown national. Rien ne le confirmait, si ce n'est que Lodstar se traduit par étoile polaire, soit la désignation de l'étoile du pôle Nord. Baggy est né sur la mer du Nouveau Monde, Roger sous-entendait avoir déjà par le passé eu un nouveau-né à bord lorsqu'il prit Yori dans ses bras. Et enfin, car le pays hivernal expliquerait également l'origine du nez rouge de Baggy, dû au froid. Ainsi, si nous restons dans l'hypothèse où il serait bien originaire de cette île, alors on peut aussi imaginer que Shanks serait natif du pôle Sud, situé plus précisément à West Blue. Et un indice pourrait appuyer cette idée. Durant le chapitre 434, Shanks débarque sur le navire de Barbe Blanche. Il lui fait apporter un cadeau précieux, un saké venu tout droit de son île natale. Et il est précise un détail très intéressant. De toutes les îles qu'il a parcourues, il n'y a pas meilleur saké que celui-ci, car il est fait d'une eau si froide qu'elle vous congèle la peau. Le rapport avec le gel se trouve ici une fois de plus, mais c'est à nouveau à travers 2 color spreads que nous pourrions trouver les 2 îles de Baggy et Shanks. Dans la première illustration du chapitre 391, on y retrouve nos Mugiwara dans un environnement si gelé que chacun d'eux ont la goutte au nez. Ils s'accompagnent d'un morse, d'un ours blanc, des pingouins manchots et un loup des neiges. Certains animaux n'ont pas été choisis au hasard, comme le morse ou encore le loup, puisqu'ils ne sont trouvables que dans le continent arctique, soit le pôle Nord. En arrière-plan de l'image, on y aperçoit un tipi aux origines indiennes très traditionnelles, dont l'inspiration se reflètera sur le chapeau que porte Usopp. Un bonnet qui rappelle beaucoup celui de Baggy à ses débuts, durant son aventure aux côtés du roi des pirates, et dont on retrouve les mêmes motifs que sur le tipi. Enfin, le tout dernier petit détail notable se trouve dans le logo de One Piece lui-même. On y aperçoit l'ajout d'une toute petite étoile dans la lettre O, ce qui peut donc rappeler l'étoile polaire. Ainsi, on pourrait imaginer que ce color spread pourrait être un aperçu de Rodstar, et qu'il s'agisse bel et bien de la terre natale de Baggy. Mais où serait celle de Shanks? On va donc se rendre au chapitre 835 pour y retrouver à nouveau un paysage de glace, mais pas n'importe lequel, puisqu'ici il ne s'agit pas d'un décor hivernal, mais plutôt estival. Cependant, on dénote certains détails qui peuvent indiquer qu'il s'agit ici bel et bien de l'Antarctique, soit le pôle Sud. On note une nouvelle fois la présence d'animaux comme des pingouins et ours blancs pour décor. Franky ramène alors des blocs d'eau gelée pour les donner à l'ours qui les transforme alors en glace pilée, donnant ainsi des glaces si froides à l'équipage qu'elles leur montent à la tête. Une vraie référence qui ici m'a forcément rappelé les mots de Shanks à Newgate en lui précisant que l'eau de West Blue est si froide qu'elle vous glace le corps. Mais le véritable indice pouvant nous confirmer davantage que cette île est bien celle du pôle Sud se trouve grâce au t-shirt de Sanji. On y voit un poisson rouge avec pour inscription Kinji-yo. Et en cherchant un peu la signification de ce terme, on découvre qu'il s'agit d'une référence au grand rocher Kinji-yo Rock de l'Antarctique, et découverte grâce à l'expédition japonaise nommée Kinji-yo Iwa, référence au poisson rouge. Ainsi, ce détail confirme à nouveau que le paysage de ce color spread fait allusion au pôle Sud et pourrait laisser penser qu'il s'agit ici de l'île natale de Shanks. Mais seule la révélation de ces îles dans le futur pourra confirmer ou non ces hypothèses. Ce qui est certain, c'est que j'ai trouvé très intéressant d'imaginer qu'Oda puisse avoir par le passé déjà montré la toute dernière île de Grand Line sans qu'on puisse s'en rendre compte. Dans tous les cas, j'ai hâte d'en savoir plus sur le passé de ce duo improbable qui est Shanks et Baggy, les deux mousses qui auraient pu être les personnages les plus jeunes du manga à atteindre After. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire et pensez à laisser un petit like si vous voulez une suite à cet épisode. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo et ça change des longues théories. Alors on se donne rendez-vous dans les prochaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end ou une bonne semaine et prenez bien soin de vous.